Bienvenue à l'heure des livres, Michel Onfray, on est ravis de vous recevoir. On vous connaît philosophe, spectateur engagé de la vie de la cité, on vous connaît sur cette chaîne et vous venez de publier le 8e tome de votre journal hédoniste, commencé il y a plus de 30 ans. Un livre qui s'appelle « La foudre gouverne le monde » et qui est paru chez Albin Michel. Alors évidemment, on a envie de vous dire avec ce titre, une parution qui intervient après tous ces événements qui ont suivi la dissolution de l'Assemblée nationale, que vous avez eu le nez creux, que cette phrase, ce que vous me disiez à l'instant, cela dit, elle ne date pas d'hier. Non, elle a 26 siècles. Elle a 26 siècles. Elle est empruntée à Héraclite, qui est un philosophe présocratique. Oui. Donc, lui pensait que tout ce qui était dans le monde relevait d'un seul et même principe, qui était le feu. Donc voilà pourquoi il dit « la foudre gouverne le monde ». À l'époque, certains disaient c'est l'eau, d'autres disaient c'est l'air, d'autres c'est l'éther, etc. Et puis après, on aura d'autres logiques, du genre les idées chez Platon, les nombres chez Pythagore. Donc évidemment, c'est une vieille idée. Mais vous savez, j'ai toujours des titres un peu apocalyptiques. Oui. Donc jadis déjà, désir d'être un volcan, vertu de la foudre. On est dans le dictionnaire de la météorologie. Mais on se trompe rarement quand on fait le pari du pire. C'est ça qui est terrible. Alors dans le préambule, vous mettez cette phrase en exergue: je suis toujours du côté des femmes, des homosexuels, des laïcs, des juifs, des libres penseurs. Je n'ai pas changé. Vous terminez, vous dites je n'ai pas changé, mais le monde lui a changé. Il a changé, mais pas en bien, à vous lire. Quels sont les changements qui vous chagrinent le plus? Parce qu'il y en a eu depuis 30 ans. Oui, la marchandisation du monde, je dirais. Cette idée que moi, quand je vote à gauche et que j'ai, la première fois, quand j'ai 18 ans, on ne peut pas imaginer une seule seconde que la gauche puisse défendre l'allocation des utérus des femmes. Enfin, j'en ai même obligé de dire aujourd'hui utérus de femmes. L'idée qu'on puisse acheter, vendre des enfants, faire des contrats. L'idée qu'on puisse avoir des défenses de la zoophilie au sens réel du terme, c'est-à-dire d'avoir des relations sexuelles avec des animaux quand on est Peter Singer, philosophe, auteur d'un livre qui s'appelle « La libération animale », antispéciste, etc., qu'on puisse aujourd'hui avoir un antisémitisme qui se trouve totalement débridé, qu'on puisse avoir des gens qui se présentent aux élections en défendant la destruction de l'État d'Israël. Enfin, je pense que la gauche, ça n'était pas ça. Oui. Quand j'y souscris dans les années Mitterrand, j'aime pas beaucoup Mitterrand, je suis peu suspect de mitterrandisme, mais je veux dire que la gauche en 1980, c'est pas exactement la gauche aujourd'hui. Alors quand vous commencez votre journal, là, il y a 33 ans donc, en fait, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de réseaux sociaux. L'URSS vit ses derniers moments, enfin a vécu ses derniers moments déjà, et l'islam commence à devenir politique. Ça aussi, ça fait partie des grands changements qui ont marqué ces 30 dernières années. Vous avez raison, c'est majeur. Et il y a quelque chose qui, moi, m'avait sidéré en son temps, c'était la fatwa contre Salman Rushdie. Le peu de réponse de l'État français. L'incapacité, c'était Jacques Chirac, je crois, qui était président de la République à l'époque, et qui faisait savoir, en gros, qu'il l'avait bien cherché. C'était une fiction, c'était un roman dans lequel il était question de fameux versets sataniques dont d'aucuns disent qu'ils n'existent pas. On pouvait avoir un débat littéraire. L'ayatollah Khomeini, qui ne lisait pas la langue dans laquelle a été écrit cet ouvrage par Salman Rushdie, a lancé une fatwa qui est devenue planétaire, et d'un seul coup, c'était le début de la guerre contre l'Occident. Et là, on a fait quoi? Rien. Il était urgent d'attendre. Et récemment encore, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, Salman Rushdie a été la victime d'un attentat. C'est-à-dire ça continue. Son livre magnifique, Le couteau. Absolument, oui. D'ailleurs, le couteau, enfin, d'une certaine façon, cette irruption symbolique du couteau dans la vie de tous les jours est significative. Mais vous avez complètement raison. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus de chaîne d'infos continue. Mais je veux dire, quand on a aujourd'hui des infos avec les chaînes d'infos continues, justement, on voit toujours coup de couteau par-ci, coup de couteau par-là, égorgement, tentative, couteau de cuisine, couteau de 25 cm, dont la lame fait 25 cm. On oublie toujours de mettre ça en relation avec le fait que c'est Daesh qui a invité à cette guerre-là, à ce djihad-là, en disant faites la guerre comme vous le pouvez, avec des pierres, avec des couteaux. Avec des voitures, etc., etc. Tout ce que vous trouvez. Donc, alors je veux bien qu'on nous dise aujourd'hui, c'est pas terroriste du tout, ça a à voir avec un déséquilibre mental. On dit assez peu d'ailleurs que la consommation de hashish, qui lui-même s'est modifié, le hashish de mes années d'université, c'est plus le hashish d'aujourd'hui, qui rend fou, au sens réel du terme. Il y a un certain nombre d'individus qui déclarent des schizophrénies avec un usage de cette drogue-là. Et cette espèce de façon de taper sur les banlieues et le petit trafic de drogue, quand on laisse à l'autre extrémité proliférer, je dirais, un usage mondain, on dira, des drogues. Donc oui, le monde a beaucoup changé, et moi je pense que je suis resté immobile au milieu du cours du fleuve, pour parler la langue d'Héraclite. Vous savez, quand il disait on ne descend jamais deux fois dans le même fleuve, parce que vous descendez, et puis vous revenez le lendemain, vous pouvez imaginer que vous êtes sur le même lieu, sauf que le fleuve est parti. Et donc on est resté immobile dans le fleuve qui lui a coulé, la gauche n'est plus la même, je ne suis plus le même
non plus. C'est-à-dire, on vieillit, on a des deuils, on perd des gens dans sa vie, on assiste à des agonies, ça vous modifie, ça vous change. Et puis on a la physiologie de quelqu'un qui n'a pas 30 ans, mais 2 fois 30 ans. Alors, dernière question rapidement. À quoi se raccrocher finalement dans ce monde où tant de repères ont bougé, tant de piliers se sont effondrés? Vous, c'est quoi? C'est des textes de Bobin? Ah non, c'est les philosophes? C'est de mener une vie droite. On n'est pas tenu de lire, d'aimer la poésie. Il y a plein de gens modestes ou simples qui sont un peu privés de ça. Mais personne n'est privé d'une vie élégante, d'une vie digne, d'une vie droite. Je pense que si tout s'effondre, si on est vraiment sur le Titanic, sur la proue du Titanic, eh bien, on peut rester debout, élégant, se dire le nihilisme ne passera pas par moi. Alors, je n'empêcherai pas le nihilisme. On ne peut pas empêcher les gens de croire que la validité de tout ce que je fais savoir précédemment. On ne va pas dire on va interdire l'allocation des utérus. Ça se fera ailleurs, partout dans le monde. Donc c'est ainsi, c'est le mouvement. Mais juste dire ça ne passera pas par moi. Et ce qui génère un certain type d'élégance. Effectivement. En tout cas, je vous conseille de lire La foudre gouverne le monde. C'est paru chez Albin Michel. C'est donc le dernier tome de votre... Enfin, il y en aura d'autres d'ailleurs. Il est publié. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, je l'ai dit à personne, mais en fait, je me suis trompé de numéro. C'est pas le 8e. C'est le 7, mais il y en a 10 d'écrits. Voilà. Donc on en fait paraître un, et en fait, on fera apparaître le 7 après le 8, mais il y en a 10 déjà de près. À 10 déjà de près, d'accord. 3 en plus des 7 parus. Bon, alors commencez déjà par lire celui-ci. Oui, voilà. On verra pour les autres. Merci en tout cas, Michel Onfray. Merci. Merci à vous.